Notre prochaine invitée va nous livrer son point de vue sur ce moment en particulier. Le dernier semestre, ou en tout cas depuis même novembre 2022, a été marqué par la mise en liquidation ou en redressement judiciaire d'un certain nombre d'enseignes, Camaïeu, Gosport, Gap, plus récemment Comptoir des Cotonniers ou Princesse Tam Tam. Et en parallèle, un certain nombre d'autres enseignes ont pour le coup le vent en poupe. C'est son cas, puisqu'elles viennent d'annoncer, en tout cas il y a moins d'un an, un plan de croissance particulièrement ambitieux avec l'ouverture de 7 nouveaux points de vente en France, la création de 800 emplois. On parle de points de vente qui sont entre 2500 et 4000 mètres carrés. Donc, il y a largement de quoi faire et de quoi en parler. Je vous prie de bien vouloir accueillir sur scène Christine Noisy, directrice générale de Primark. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Okay. Merci d'être avec nous ce matin. Avec plaisir. Bonjour à tous. Avant de commencer peut-être avec mes questions, est-ce que vous avez envie de réagir à une donnée en particulier parmi celles proposées ou racontées par Thomas Husson qu'on vient d'entendre? Non, c'était très intéressant, donc merci pour cette démonstration. Honnêtement, personnellement, je n'ai pas appris grand-chose. La polarisation de la demande entre le très haut de gamme et l'entrée de gamme et les offres malines, ça fait un moment que ça dure et c'est en train de s'accélérer dans un contexte d'inflation et de crise. Pour en revenir à Primark, je le disais, vous avez annoncé l'ouverture de 7 nouveaux points de vente. Mulhouse, je crois, ouvert en juillet dernier, c'était la dernière ouverture en date. Chaque ouverture, ce sont des files d'attente assez incroyables. On en entend, on en voit parler dans les médias. Qu'est-ce que les Français viennent chercher chez Primark, d'après vous, qu'ils ne trouvent pas ailleurs ? Alors, en marketing, dans le texte, on dit la raison d'être. La raison d'être de Primark, c'est une offre qui allie depuis 1969 la qualité, un rapport qualité-prix incroyable, et bien sûr, depuis aussi de nombreuses années, tout ce qui est autour de la sustainability dont parlait Thomas. Il y a aussi ce qu'on appelle la shopping experience. Nous ne vendons pas sur Internet, on propose nos produits en digital sur un site, mais vous n'avez pas l'opportunité de vous faire livrer chez vous. Donc, chez nous, l'expérience magasin est absolument clé. Et donc, ce mélange des deux choses entre l'expérience magasin, l'offre produit extrêmement maligne avec un rapport qualité-prix formidable, font que les clients, depuis que nous ouvrons, et on a ouvert le 24e magasin, comme vous le disiez, à Mulhouse, c'est toujours un enchantement de voir qu'il y a des centaines de personnes qui, dès 8 heures du matin, attendent que les portes s'ouvrent. À l'heure où on parle sans cesse de la puissance du e-commerce, justement, vous n'avez en effet pas de site marchand. Vous avez un site qui est plutôt un site vitrine. Vous testez le click and collect sur deux marchés en Europe. Est-ce qu'on peut savoir d'abord peut-être les premiers résultats de cette expérimentation et surtout essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous continuez d'être de si fervents défenseurs du commerce physique ? Parce que notre raison d'être, c'est justement la shopping experience. Ça, c'est la principale raison. Concernant le click and collect, on ne teste pas le click and collect. On regarde au niveau opérationnel comment on peut faire. On est un retailer qui a l'habitude de traiter du volume. Par définition, le click and collect, c'est client par client. Donc, pour nous, au niveau opérationnel, ça apporte une complexité. Quand on aura fini nos différents tests, on est en train d'ailleurs en Angleterre de maintenant rajouter toute l'offre pour la femme, il y aura sans doute un déploiement au niveau mondial. Le click and collect, pour nous, c'est plus une notion de service. On sait que nos clients font entre 30 minutes, 1 heure pour venir chez nous. Et on s'est aperçu en parlant avec nos clients que certains étaient contrariés quand ils avaient fait une demi-heure de transport et qu'ils avaient vu cette petite robe rouge sur notre site et puis que la petite robe rouge, elle n'y était pas dans le magasin. Donc, ça permet en termes de service de réserver son produit et lorsque vous prenez les transports pendant 30 minutes, quand vous arrivez en magasin, la petite robe rouge, elle est encore là. Donc il y a vraiment pour nous une obsession du service client qu'on essaye d'améliorer le plus possible. Et pour en revenir à ces 30 minutes de temps de trajet, je crois qu'aujourd'hui, je vous ai entendu sur le plateau de Bismarck dire que 80% des Primark étaient implantés dans des centres commerciaux.
On a donc cité Mulhouse, il y a Brest, Rennes, Lyon, enfin je ne vais pas me lancer parce que je ne connais pas exactement le maillage. Comment est-ce que vous choisissez l'implantation de vos boutiques? Quel est le meilleur endroit aujourd'hui pour ouvrir un Primark dans une agglomération? Le meilleur endroit, c'est là où sont nos clients. Donc, on étudie la densité des zones de chalandise et c'est à ce moment-là qu'on décide d'aller dans une ville et plus particulièrement dans un site. On est depuis, ça fait 10 ans maintenant que nous sommes en France, dans des bons centres commerciaux. Je vois ici une collègue de Clépierre, donc que je salue pour la qualité de ses emplacements. On a beaucoup de magasins avec la maison Clépierre en France et à l'international. On choisit toujours les meilleurs emplacements. On n'a pas l'arrogance de se dire mettons-nous dans un endroit et les clients vont venir. Non, nous on cherche toujours le premium, les meilleurs emplacements et on s'implante en tenant compte des zones de chalandise. Mais souvent, les bons centres commerciaux sont dans des zones de chalandise extrêmement denses. La deuxième chose, c'est comme vous l'avez souligné, quand vous cherchez 3 000, 4 000, 5 000 mètres carrés de surface, ça se trouve difficilement. Et c'est vrai que dans les centres commerciaux, on a plus d'opportunités. Donc c'est ces deux mélanges qui font qu'aujourd'hui, on est plus en centres commerciaux. Particularité française, parce qu'à l'international, on a beaucoup de magasins en centre-ville. Et il y a d'autres particularités françaises. L'enseigne est présente dans 14 pays d'Europe et aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des spécificités dans l'offre, par exemple, ou dans ce que plébiscitent les consommateurs? Écoutez, je vais vous décevoir parce que l'offre, elle est maintenant mondiale. Grâce ou à cause du digital, les petits Français s'habillent comme les Espagnols, comme les Américains, comme les Allemands. À un instant T, tout le monde doit être habillé de la même façon. Donc, il n'y a pas vraiment de particularité où elles sont vraiment, vraiment à la marge. Ou, par exemple, on sait que les Anglaises, elles aiment bien avoir des couleurs vives, du rose, du orange et du rouge. Les Françaises, elles sont plus dans du gris, du bleu marine, du marron. Mais c'est vraiment que ça. Ça. Pour en revenir à l'inflation, à la rentrée dernière, vous aviez mis en place un panier, alors ça ne s'appelle pas comme ça chez Primark, mais un panier anti-inflation, en figeant les prix d'un certain nombre d'articles, notamment pour la mode enfant. L'hiver dernier, à l'inverse, vous aviez dû répercuter l'inflation sur un certain nombre d'articles. À la rentrée, vous en êtes où sur votre politique justement des prix et de gestion de cette inflation? Concernant les enfants, l'an dernier, à la rentrée dernière, donc la rentrée 2022, nous avions figé les prix d'une centaine de produits essentiels, des basiques que les mamans doivent acheter à la rentrée parce que les enfants ont grandi. Je pense aux sweatshirts, je pense aux leggings, je pense à ce genre de produits extrêmement basiques. Cette année, on a fait mieux puisqu'on a baissé. Malgré l'inflation que nous subissons, comme tout le monde, on a baissé les prix de ces produits. Et à titre d'exemple, sur 3 basiques que les mamans achètent, un legging, un petit t-shirt et un sweatshirt, on est maintenant à moins de 11 €. Il y a une vraie volonté d'apporter un service à cette clientèle de famille. On a une grosse clientèle familiale. Et puis aussi, on sait que cette clientèle, tout au long de l'année, reviendra. En ce qui concerne les autres produits, ils ont subi pour les adultes, certains, un petit peu d'inflation, mais pas complètement. Nous avons décidé de rogner sur notre marge pour garder du pouvoir d'achat à notre clientèle, qui est encore une fois notre raison d'être. Donc cette année, la communauté financière a été prévenue sur une baisse de notre marge opérationnelle pour garder notre territoire de marque et protéger le pouvoir d'achat de nos clients. Sur votre territoire de marque, justement, puisque nous allons parler de communication au cours de cette matinée, vous avez fait le choix d'une stratégie qui repose beaucoup sur le digital et sur l'influence en particulier. Vous avez 24 millions de followers, en tout cas c'est les chiffres que j'avais. Pourquoi avoir mis vos efforts sur ce levier en particulier ? Parce que vous l'avez vu dans la démonstration précédente, c'est maintenant comme ça qu'on communique. Notre cœur de clientèle, ce sont des jeunes gens qui s'informent à travers le digital et tous les réseaux dont vous parlez et dont parlait Thomas. Donc c'est pour nous ce qu'il faut faire. La publicité grand média, on n'en a jamais fait et on n'en fera jamais. D'abord parce qu'on n'a pas dans notre compte d'exploitation les moyens de le faire. Encore une fois, du début du compte d'exploitation jusqu'à la fin, on fait en sorte de protéger, de faire en sorte de dépenser le moins possible pour avoir une marge opérationnelle et des prix qui sont bas. Donc le digital, c'est pour nous la meilleure des façons de toucher notre cœur de clientèle et de correspondre à notre budget. Par rapport au prix bas, on voit d'ailleurs une infographie qui chiffre finalement l'évolution de
la consommation des produits discount, plus 35%, et on parle là des quelques derniers mois, je n'ai plus les dates exactement, je les reprends ici, c'est depuis janvier. Depuis janvier, sachant qu'on était sur plus 18% en 2022, concrètement, l'inflation est pour vous un moteur de croissance? Écoutez, en tout cas, on correspond à une période économique où les gens ont besoin d'être malins dans leur consommation, parce qu'ils ont besoin de s'habiller, ils ont besoin quand même de s'amuser en se mettant à la mode, et en même temps ils ont besoin de manger et de mettre de l'essence dans leur voiture. Donc on est vraiment dans ce courant de j'achète malin et je trouve la bonne combine, tout en me faisant plaisir et en gardant la qualité. Donc est-ce qu'on peut dire qu'on bénéficie de ça? Peut-être. En tout cas, ce que dit cette étude, c'est que ça a notamment beaucoup boosté la consommation de ce type de produit pour une population urbaine qui était moins présente sur ce segment. Est-ce que vous l'avez vous aussi vérifié dans chez vos clients? Moi, j'ai que 24 magasins qui, pour la majorité, sont dans des centres extrêmement urbains aujourd'hui. Donc, faire la différence entre ceux qui viennent de la campagne et ceux qui habitent en ville, je n'en ai aucune idée. On a très, très peu de recherches sur le profil de nos consommateurs. Hein, encore une fois, parce que quand on cherche à faire des économies, on ne peut pas dépenser ses sous partout. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre à ça. Donc, vous n'êtes pas obsédé par la data et prêt à lancer un vaste plan de retail média demain quand... Non. Très bien. Une dernière question dans cette bataille de l'attention. Justement, on parlait d'Action tout à l'heure. Qui sont vos concurrents? Est-ce que c'est Action? Est-ce que c'est H&M? Est-ce que c'est Decathlon? Est-ce que c'est Leclerc? Écoutez, c'est un petit peu tout le monde, parce qu'à un moment donné, lorsque vous avez envie de vous équiper au niveau textile, vous regardez ce qui se passe autour de vous. Donc, moi, je n'ai pas de concurrent vraiment attitré. Est-ce qu'on a réellement une enseigne, comme on dit, MeToo en marketing? Pour l'instant, la réponse est non, mais tout le monde est concurrent de tout le monde. Quelle est, votre obsession du moment en cette rentrée, en ce mardi 12 septembre, à la direction générale de Primark en France? Servir bien les clients, et ça, c'est pas le 12 septembre, c'est vraiment toute l'année. La force de Primark, on est obsédé par nos clients et obsédé par ce que veulent nos clients, et c'est sans doute une des recettes de notre succès. Vous avez donc beaucoup de followers et des détracteurs également. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui considèrent que Primark contribue à la fermeture des enseignes qu'on a citées en introduction ou participe à la prolifération d'articles textiles de qualité nuisible à l'environnement? Nous, on a 24 magasins seulement depuis, ça fera 10 ans en décembre. Donc, par rapport aux autres enseignes, je n'ai pas de commentaire à faire, vous le faites toute seule. J'ai 24 magasins, ils en ont 500, 600, donc il n'y a pas de commune mesure. Concernant la protection de la planète et des individus, ça fait déjà de nombreuses années qu'on est préoccupé par ça et qu'on s'en occupe. On a vraiment 3 piliers sur lesquels nous travaillons. On travaille au niveau des produits, et ça dans les pays de production. On a plus de 200 collègues qui sont dans les pays de production, qui aident nos fabricants à produire du coton durable, qui aident nos fabricants à faire en sorte que l'eau soit moins polluée quand on produit des jeans. On a aussi tout un pilier au niveau des humains, que ce soit dans les pays de commercialisation ou dans les pays de production, où on travaille avec des ONG pour améliorer les conditions de travail, pour améliorer le niveau de salaire. Donc c'est vraiment, ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Ça fait partie du top de nos priorités. On l'explique dans nos magasins au moyen de panneaux, on l'explique sur notre site internet où on est complètement transparent. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur notre site internet toutes les actions qui sont menées. On est quand même coté à la Bourse de Londres, donc ce sont des engagements qu'on prend qui sont fermes, qui sont contrôlés par des ONG et qui sont engageants auprès des clients, engageants auprès des collaborateurs et engageants auprès de la communauté financière. Donc on a annoncé qu'on diminuerait notre empreinte carbone de 50% en 2030. 2030, c'est demain. Hein. Et on y va à marche forcée sur toutes ces dimensions. C'est pour nous
sine qua non. On ne peut pas passer outre ça. Les détracteurs, il y a beaucoup de méconnaissances. On n'est pas très connu. On a un petit taux de notoriété. On est relativement nouveau sur un marché textile qui est très gros en France, qui est très mature. Donc, c'est vraiment le travail de l'enseigne de faire en sorte de se faire connaître et de faire connaître ce que nous faisons comme action au niveau français, mais surtout au niveau mondial, puisqu'on fait partie des plus gros acteurs mondiaux. Et quand on sera plus connu, je pense qu'il y aura moins de détracteurs. Et donc, pour terminer, comment est-ce que vous allez faire en sorte d'être plus connu? Écoutez, il faut ouvrir. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de publicité grand média, donc il faut qu'on ouvre plus de magasins et qu'on soit plus près des consommateurs. 24 magasins sur un territoire aussi grand que la France, c'est vraiment pas assez. Donc on ouvre d'ailleurs dans quelques semaines à Grenoble, à Nantes, à Rouen, et puis après bien d'autres dans les années à venir. Merci beaucoup, Christine Loisy, d'avoir partagé votre point de vue sur notre sujet. Avec plaisir. Et d'avoir été notre invitée. Christine Loisy, directrice générale de Primark en France.